Patrick, je suis choqué là. Je suis en choc. Je m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça. T'es en choc? Mais ouais. En fait, comme les compositeurs et les compositrices, les autrices et les auteurs, quand ils viennent nous voir à la SACEM et qu'ils adhèrent à la SACEM, ils nous apportent leurs droits de façon exclusive. Ce qui fait qu'on a pu être les premiers au monde à faire ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire au nom de tous les membres de la SACEM, c'est-à-dire affirmer pour eux que si l'IA fouillait leurs œuvres, s'entraînait sur leurs œuvres, alors il fallait qu'ils puissent donner leur accord préalablement. Donc ça, on l'a fait au niveau national et international sur tous les membres de la SACEM. Donc déjà, c'est comme ça qu'on les accompagne le mieux parce qu'on leur permet d'avoir une sécurité juridique par rapport à l'IA. Alors, je trouve que c'est une bonne question parce que, et là je suis content que tu sois là Patrick pour répondre à ça, j'ai été hyper rassuré quand il y a eu ce fameux opt-out, mais j'ai eu un peu l'impression en même temps que c'était une sorte de chose symbolique parce que ils se sont entraînés déjà sur des millions et des millions d'œuvres et si j'ai bien compris quand j'ai creusé un peu la question pour la table ronde qu'on a eue hier, c'est impossible, voire quasi impossible, de faire désapprendre en fait à une IA ce qu'elle a appris parce qu'en fait elle génère sur ce qu'elle génère et donc en fait au fur et à mesure les données s'empilent et on peut pas enlever par exemple si elle sait faire un truc dans le style des Beatles, en fait on peut pas dire ah est-ce que tu peux désapprendre ça, donc j'étais heureux de m'être senti protégé, genre ok la SACEM a réagi, mais j'ai un peu senti que c'était beaucoup plus symbolique qu'autre chose parce que moi j'ai pas, bon déjà accessoirement j'ai pas peur que l'IA s'entraîne sur ma musique parce qu'en fait je serais toujours en train de faire autre chose. Mais du coup, je voulais avoir ton point de vue de est-ce que c'est quelque chose où tu penses que ça va avoir un impact concret ou est-ce que c'était quelque chose de plus symbolique? Alors c'est pas que symbolique parce qu'en fait, en opérant l'opt-out, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné les moyens juridiques pour demain de pouvoir conclure des licences avec un levier de négociation. L'idée, c'est d'avoir un outil juridique qui nous permette demain de faire des trucs qui ne seront pas du tout anecdotiques pour toi parce que tu vas pouvoir être défendu grâce à cet opt-out parce que sans le savoir, tu as interdit qu'on fouille tes œuvres sans ton consentement. Et donc, ça va donner à la SACEM les outils pour pouvoir mieux te défendre demain dans tous les deals qu'on va passer avec tous les fournisseurs d'IA. Ok, et ça veut dire que concrètement, vous avez des outils capables de détecter qu'une IA s'est entraînée sur une œuvre, parce que ça me paraît, c'est aussi de la fiction. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'outil capable de faire ça sur l'ensemble du répertoire SACEM. En revanche, on est en train de travailler sur un process qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça ne va pas être à nous de devoir prouver qu'on s'est entraîné sur nos œuvres, mais ça va être aux plateformes de prouver qu'elles ne l'ont pas fait. Et donc, ça va nous permettre, et ça va te permettre, d'être défendu, parce qu'au moment où on va passer des licences, on aura tous les outils juridiques pour pouvoir avoir le meilleur taux, parce qu'on aura cette pression financière, si tu veux. C'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des risques, vraiment d'écrasement ou de remplacement. Moi, j'y crois pas du tout à ça dans le métier de la musique à l'image, vraiment du métier qu'on fait et qui est à l'honneur dans ce festival, d'accompagnement d'un artiste, d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Je ne vois pas de risque d'un shift entre la machine et l'humain. Et du coup, sur ça, j'attends rien spécialement de la SACEM. En revanche, c'est vrai que sur la protection de nos droits, c'est là qu'effectivement il y a ce sujet-là de protection maintenant et de protection future. Même si j'arrive vraiment, je reste un tout petit peu dubitatif sur le fait que ça se matérialise parce que je me vois pas un jour être capable de moi dire que dans tel morceau il y a une influence tellement c'est. Mais du coup je trouve ça génial que la SACEM s'en soit emparée. Ça veut dire qu'en fait c'est un sujet qu'ils prennent sérieusement quoi. Donc c'est plutôt ça qui me rassure quoi. J'ai envie de dire les deux parce que ça va l'enrichir, parce que ça va nous donner des outils à nous, compositeurs, qui vont être fabuleux. On va pouvoir
avoir des champs d'investigation artistique nouveaux. Donc ça, de ce point de vue-là, ça va être super. On va pouvoir tester des choses, on va pouvoir... voilà, donc sur la créativité elle-même, ça va nous donner... ça va plutôt booster la créativité. Après, le danger au niveau européen et mondial, c'est que si l'IA, si des contenus IA inondaient le marché mondial, comme c'est le cas malheureusement depuis un certain nombre de mois maintenant, il y a un risque d'uniformisation de la culture et de la diversité de création au niveau mondial. Et ça m'inquiète parce qu'en fait, il faut que chaque pays, chaque continent puisse défendre une identité artistique. Voilà. Et c'est cette diversité qui, nous, dans la musique, on le sait bien parce qu'on adore jouer avec des Péruviens, avec des Brésiliens, avec des Africains. Dès qu'on mélange des cultures, c'est là où on sort des choses un peu nouvelles. Et s'il y a ce lissage au niveau des contenus musicaux au niveau mondial, ça va aller dans le mauvais sens, de mon point de vue. C'est génial parce que du coup, j'étais exactement dans ce point de vue-là avant la conférence d'hier. Et il y avait un truc hyper intéressant, un autre point de vue à analyser sur ça, de François, qui était du Spotify Lab, qui nous expliquait comment fonctionnait la musique générée par intelligence artificielle. C'est qu'en gros, elle est capable de créer un morceau dans un certain style parce que nous, compositeurs, compositrices, on a fait 500 000 fois la même chose et que comme il a trouvé des similitudes dans 100 000 morceaux, il est capable de façon probabiliste de dire « Ah, un morceau de pop des années 80, et ben ça va être tel style de basse pulsée, tel style de percu. » Et donc finalement, c'est plutôt la punition en fait, de l'uniformisation passée de la musique qui fait que l'IA est capable de reproduire nos morceaux. Et donc du coup, je trouve que la question elle est biaisée parce qu'on imagine que la musique va s'uniformiser à cause de l'IA, alors que en fait, l'IA est capable de faire de la musique parce qu'elle était déjà uniformisée en fait. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que si toutes les musiques étaient très singulières, genre vraiment très singulières, ça serait impossible pour un modèle d'IA de comprendre des relations entre tel et tel morceau et de les coller ensemble et de dire « Ah, il faut faire comme ça pour que ça sonne comme ça. » Et donc du coup, je trouve ça assez chouette de réfléchir en disant genre « Ah bah ok, on a été punis parce que, comme disait aussi un des compositeurs qui est intervenu, on nous fait des demandes de briefs très uniformisées parce qu'on veut que ça ressemble à tel truc. Et donc du coup, nous, on répond à des briefs et on va dans le sens de certaines choses, qui fait que tout s'entonnoirise et on se retrouve du coup avec des choses qui se ressemblent. Et donc du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Patrick, c'est à nous en fait de rester singulier et de rester créatif. Et c'est ce qui fera que de toute façon, bah, on existera en tant qu'artiste parce qu'on veut nous chercher pour notre regard sur la palette sonore qu'on va utiliser pour un film. Là, je parle pour la musique de film. Et donc effectivement, les mélanges, ça me parle quand tu parles de ça, Patrick, parce que c'est ce que j'adore faire dans les films. Il y a toujours un truc à trouver où on peut avoir quelque chose où ça laisse aux gens qui écoutent un tout petit peu plus de profondeur que le truc évident et d'aller chercher l'unicité de la musique qui va raconter quelque chose d'unique dans le film. Ça va aussi faire qu'en sorte qu'on ne sera pas du tout... On sera que d'ailleurs accompagné, entre guillemets, pas accompagné, mais on aura les outils d'IA pour nous développer notre palette, mais ça va jamais être quelque chose d'un frein, quoi. On écrit des choses qui ont du sens pour un film, on va utiliser, mais en plus, à la marge, des petits outils d'IA pour ce dont on parlait à la conférence, faire plus de musique et moins de technique, ou faire plus d'essais, comme tu disais, avoir plus de champs du possible. Mais à la fin, on va être quand même en train d'essayer de trouver le langage d'un film et de trouver le langage d'un réalisateur. Donc ça, je trouve que j'espère et j'ai l'impression que ça restera intact. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Benjamin, c'est qu'en fait, l'IA, elle est prédictive. L'IA, elle essaye de mettre en rapport des morceaux qui existent déjà. Et nous, artistes, en fait, ce qui nous définit, c'est qu'on n'est jamais là où on nous attend. Quand on veut nous emmener par là, on va par là. C'est dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on ne veut vraiment pas rentrer. Et même quand on a des briefs, moi il m'est arrivé 20 fois d'avoir des briefs, je vais faire 5 morceaux dans le brief, je vais en faire un qui ne sera pas du tout dans le brief, et toute ma vie on a pris celui qui n'était pas dans le brief. Donc toi j'imagine que c'est pareil. Donc en fait c'est ça que finalement les gens viennent chercher chez nous, même s'ils continuent à essayer de nous faire rentrer dans des cases. Je parle des réalisateurs, des scénaristes et des producteurs. Ce qui nous définit, c'est justement qu'on en sort dès qu'on peut. Parce que c'est ça qui nous amuse. Donc, voilà.
J'ai un truc à ajouter qui n'a pas de rapport avec l'IA, mais avec ce que tu disais sur la façon d'aborder les briefs. Et c'est hyper intéressant. Là, c'est plutôt la stratégie de compositeur, c'est qu'il faut répondre au brief. Je dis ça comme ça, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas nous demander quelque chose et dire non, je te présente autre chose, ça n'a aucun sens. Mais c'est chouette de montrer quelque chose d'inattendu pour avoir justement un effet, qu'est-ce qu'on va apporter au film, quoi. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est là qu'on crée, quoi. Et le réalisateur parfois voit quelque chose dans son image, voit quelque chose dans le scénario, et nous, pas du tout. En fait, nous, on voit autre chose. La musique, c'est particulier. La musique de film, c'est quand même très particulier parce que c'est une collaboration de 3 auteurs, scénaristes, réalisateurs, compositeurs. Et sur les 3, il y en a 2 qui font quelque chose qui doit passer par la compréhension du public, par l'intelligence. C'est le scénariste et le réalisateur. C'est compliqué, un scénario, il faut arriver à le comprendre. Une mise en scène, c'est compliqué aussi, il faut arriver à la comprendre. Donc ça, ce sont des choses qui passent par le circuit du cerveau, alors que la musique, pas du tout. Ça fait partie de la même œuvre, mais ça passe par un circuit ça touche au cœur directement, et ça passe par un autre circuit. Et c'est quand ces 3 choses marchent ensemble, ou se décalent les unes par rapport aux autres, que se crée justement une alchimie qui fait qu'on crée une émotion. Et donc, notre rôle à nous, compositeurs, c'est d'être là où on nous attend, mais pas trop. Voilà. Alors, je suis allé regarder, je savais pas qu'il allait y avoir cette question, mais je suis allé regarder un peu dans les conditions de la scène. Du coup, je vais regarder si ChatGPT m'a bien répondu ou s'il a complètement halluciné. Donc, ce que j'en ai compris, c'est que s'il y a intervention humaine à n'importe quel moment du processus créatif, c'est-à-dire je vais faire vraiment le cas extrême pour voir si j'arrive à te faire dresser les cheveux sur la tête, je télécharge une musique complètement 100% fabriquée par une IA qui n'a pas de son de plagiat, on n'entend rien qui ressemble à quelque chose, il n'y a pas de trigger ou c'est pas un copier-coller de quelque chose. Si je le mets dans ma session et que je vais commencer à manipuler 1-2 sons, que je vais rajouter une percussion, enlever un piano ou la modifier légèrement, j'ai cru comprendre que là, je pouvais la déposer à la SACEM. Donc là, je suis impatient de savoir, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche ? De toute façon, tu peux tout déposer à la SACEM. Tu peux même déposer un truc 100% IA. Le seul truc, c'est que, comme tu le fais sous ta responsabilité, ça risque de poser un problème si jamais il y a une réclamation un jour. Okay. En fait, c'est ça. Okay. On ne t'interdit rien, mais tu le fais sous ta propre responsabilité. Quand tu déposes ça, c'est dans les statuts de la SACEM. Après, sur l'œuvre, telle que l'œuvre hybride, parce qu'en fait, il est là le sujet, à partir du moment où il y a un acte créatif, qui soit un acte créatif pendant lequel le contrôle du créateur a été constant, alors on peut considérer que c'est une œuvre de l'esprit. Et si c'est une œuvre de l'esprit, elle peut être défendue par le Code de la propriété intellectuelle et donc être soumise aux droits d'auteur. Voilà pour l'instant ce que je peux en dire. Tout ça va évoluer avec la législation parce qu'on est en train de faire en sorte d'avoir une législation européenne et mondiale si on pouvait assez vite. Mais aujourd'hui, l'œuvre hybride est une œuvre de l'esprit à partir du moment où il y a eu ce continuum de création. Si vous faites un prompt et qu'il vous sort des trucs sur lesquels vous n'avez pas eu de contrôle, alors c'est plus discutable. Alors du coup, je vais être un peu clash. Ouais. Imaginons que j'ai eu une grande discussion de prompt avec Udio, mais vraiment, ok, j'aime bien cette base. Est-ce que tu peux plutôt changer de son de percussion ? Est-ce que tu peux plutôt changer l'intro ? Parce qu'en fait là, j'aimerais une intro beaucoup plus calme. Est-ce que si jamais je dirige comme ça, sur un échange de 50 prompts, jusqu'à ce que j'ai sculpté, parce que j'ai déjà fait ça pour voir comment ça fonctionnait, et ça fonctionne de mieux en mieux, de réussir à sculpter quelque chose. Est-ce qu'à ce moment-là, au bout de 50 prompts, j'ai 1 minute 30 que j'ai sculpté petit bout par petit bout, est-ce que ça, alors du coup je mets plein de guillemets, est-ce que c'est une œuvre de l'esprit et c'est quoi là ? Pour moi, ça peut le devenir. À partir du moment où il y a une série de prompts qui prouvent qu'en fait il y a un acte créatif qui va dans un sens avec un contrôle, encore une fois, c'est le contrôle. Parce que là, il y a des choses que tu vas garder, des choses que tu vas retirer, des choses que tu vas améliorer, c'est comme un sculpteur.
tu es en train de faire une œuvre. Tu sculptes exactement, tu sculptes la musique comme tu sculpterais une œuvre en glaise. Donc en fait, là, de mon point de vue, si tu sais où tu vas et si tu te donnes les moyens techniques au fur et à mesure d'y arriver, oui, c'est une œuvre de l'esprit. Patrick, je suis choqué là. Je suis en choc. Je m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça. T'es en choc? Mais ouais, parce que en fait, alors moi j'utilise vraiment jamais ça parce que j'adore écrire et on veut écrire, on veut passer le plus de temps justement à faire nous-mêmes la musique. Mais ça veut dire que demain, donc je prends quelqu'un qui est pas moi, il peut genre dire, je vais faire un album, genre du coup il va inventer un style genre de house électronique pour les grenouilles et je veux que ça soit de la house avec des bruits de grenouilles dedans. Et il va faire un prompt, il va faire 10 tracks ultra sculptés d'un style qu'il a inventé dans sa tête. Il va les déposer, il va avoir un album et ça marche quoi. Mais en fait, quand tu écris une partition, tu écris la musique et tu écris un nombre d'intentions. Tu écris un fortissimo, un pianissimo. C'est assez détaillé une partition. Tu as des notes. Tu as des intensités de notes, tu as des hauteurs de notes. En quoi c'est différent que demain d'écrire? Parce que là, tu me parles d'un prompt écrit, mais en fait, le prompt, il ne sera plus écrit bientôt. Il sera sur ton Pro Tools ou sur ton Logic et tu ne l'écriras pas. Tu mettras une note, ça sera toujours de l'IA derrière, mais en fait, le prompt, il va devenir de plus en plus musical, le prompt. C'est-à-dire que on va te donner des outils qui vont te permettre de prompter de façon intuitive, pas de façon écrite seulement. Ouais, ça sera beaucoup plus créatif et presque comme si on avait une main augmentée pendant qu'on compose. Exactement. En fait, voilà. Et ça fait longtemps, si tu veux, qu'on peut considérer qu'il y a des créateurs qui ne savent pas écrire la musique, qui ne savent pas la lire, qui ne savent même parfois pas jouer d'un instrument. Aujourd'hui, il y a quand même un paquet d'œuvres déposées à la SACEM et qui fonctionnent dans le monde entier, qui sont des œuvres qui ont été créées par des gens qui sont juste sur un MacBook Pro et qui voilà. Donc c'est les instruments d'aujourd'hui. Donc le prompt sera embarqué dans ces outils-là. Et moi je suis pas choqué de dire le truc le plus important pour moi, c'est qu'est-ce que tu as à dire. Un artiste, c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Peu importe comment il les dit. Après, les outils sont là pour l'aider. Mais un artiste, un compositeur, pour moi, c'est quelque chose qui va avoir la bonne idée au bon moment sur le film qu'on lui donne et qui va réussir à le mettre en œuvre grâce à des outils. Ça peut être un piano, mais ça peut être aussi ces outils-là de demain. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ça. Je trouve ça très intéressant d'écouter la conférence pour briser des mythes. Il y a vraiment beaucoup de mythes brisés dans certaines parties très précises de la conférence, où, notamment sur comment ça se fabrique un morceau par intelligence artificielle, et aussi de démystifier aussi l'usage que nous on en fait actuellement. En tout cas, je me mets dedans de compositeur, c'est qu'en fait, moi quand je vais faire de la musique de film, je vais utiliser 0,011% pour l'instant d'IA dans l'intérieur de la musique. Par contre, ce que j'explique dans la conférence, et donc c'est ça qui est cool à aller écouter, c'est que il y a beaucoup d'outils d'IA qui nous permettent de passer beaucoup plus de temps à écrire de la musique. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est un point assez cool pour les compositeurs et les compositrices d'aller creuser ce truc-là. Ouais, aujourd'hui, il y a des outils qui arrivent qui vont être vraiment des outils. Mais ce qui s'est passé, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que quand une nouvelle technologie arrive comme ça, toute innovation entraîne une perte de savoir. Voilà. Donc quand le cinéma était muet, tout se racontait avec le cadre. Et puis quand le cinéma est devenu parlant, les chefs opérateurs ont perdu cette capacité qu'ils avaient à raconter avec le cadre. Bon, la musique est arrivée. Aujourd'hui, l'IA arrive. Il va y avoir une perte de savoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont peut-être moins écrire, moins jouer, mais ils ne seront pas moins créatifs. Parce que tout ce qui va se développer maintenant va aller dans le sens de nous donner des possibilités nouvelles. Moi, je vois ça comme ça. Alors, ça passe toujours par un moment où les gens font n'importe quoi avec, parce que c'est le Far West. Là, on est dedans, on est en plein Far West. Mais ces deux conférences sont là pour mettre ça un peu en perspective et vous montrer qu'en fait,
c'est pas si grave que ça et c'est même peut-être plutôt sympathique pour la création. Merci. Voilà, merci. C'est trop cool. Putain, j'ai appris plein de trucs.